Du coup, là, l'objectif du Space, c'était un petit peu de faire un petit récapitulatif sur ce qui s'était passé sur les marchés financiers un petit peu le week-end dernier et la semaine dernière, notamment parce qu'il y a eu beaucoup de volatilité sur Bitcoin. Du coup, on s'est dit spontanément que ce serait sympa de faire un petit Space pour revenir là-dessus, expliquer un petit peu, essayer de débunk un petit peu ce qui s'était passé. Donc, pour revenir un petit peu sur la situation, la semaine dernière, l'indice boursier japonais, donc le Nikkei 225, a totalement dévissé. Il a chuté de 20% en une semaine et notamment de 12% en une journée. L'indice, ce qui est un record, c'est le plus gros crash de l'indice boursier japonais depuis 30 ans. Donc cette baisse spectaculaire est survenue après que la Banque du Japon ait relevé son taux d'intérêt de 0,1% à 0,25%. Donc ça peut paraître un petit peu fou pour nous, en sachant que la BCE a des taux qui sont en ce moment aux alentours de 4%, mais historiquement au Japon, ils ont des taux très très bas. Donc il n'en fallait pas plus pour créer une crise de confiance sur les marchés à travers le monde. Résultat, les principales places boursières chutent et les actifs dits entre guillemets risqués, dont Bitcoin, subissent d'importantes corrections. Et donc, vu que Bitcoin, il trade 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ben en fait, il a dévissé avant que les marchés ouvrent le lundi, passant ainsi de 60K USD bien sûr à 49K USD en près de 24 heures. Donc, ce qui, même si sur Bitcoin il y a de la volatilité, là c'était quand même bonbon. D'ailleurs, j'en connais pas mal qui se sont fait liquider sur leur petite position de trading sur LN Market. Moi le premier. Bon, faut pas trader. Hein. Du coup, il y a eu des liquidations en cascade. On a eu 800 millions de liquidés sur Bitcoin pendant le week-end et à peu près la même chose sur le marché crypto. Donc, la première question que j'aurais pour toi, Théo, c'est quand on préparait ce space, tu m'as dit qu'il y avait des similitudes entre ce qui s'est passé la semaine dernière au Japon et la crise des dettes asiatiques qu'il y a eu en 1997. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Ouais. Euh, alors en fait, là où je vois une similitude, c'est quand, pour un peu expliquer ce que c'était la crise des dettes asiatiques en 97, en fait, à l'époque, donc vous savez, chute du mur, Deng Xiaoping qui fait le grand bond en avant, donc la Chine se capitalise, entre guillemets, s'ouvre aux marchés mondiaux, etc. Donc, dans les années 90, avant que tout le monde spécule sur les valeurs Internet, le grand trade et le grand, comment dire, la grande opportunité d'investissement, c'est d'investir en Asie. Et c'était notamment le cas parce que beaucoup des pays d'Asie qui avaient une forte croissance, que ce soit l'Indonésie, que ce soit la Thaïlande, que ce soit le Vietnam ou d'autres, avaient indexé leur monnaie sur le dollar. Donc effectivement, c'est des pays qui étaient tournés vers l'exportation, donc ils étaient capables de récupérer beaucoup de devises étrangères. Et donc, pour inciter les investisseurs à venir, créer de la stabilité dans le pays, aider les entrepreneurs, ils se sont dit, bah tiens, on va indexer nos monnaies sur le dollar, et puis quand ça va fluctuer, on va utiliser nos amples réserves de change pour pouvoir défendre notre monnaie. Et donc, tout ça, c'est effectivement efficace parce que ça vous permet de convaincre les investisseurs d'investir plus facilement chez vous parce que ça élimine un de leurs risques principaux qui est, ok, peut-être que l'économie indonésienne, elle est très florissante, peut-être qu'il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de croissance, mais si jamais il y a une grosse dévaluation monétaire pour une raison ou une autre, c'est pas parce que j'ai 10% de croissance que je vais quand même gagner de l'argent. Et donc, ça a incité beaucoup de gens, en fait, à emprunter en dollars aux États-Unis. À l'époque, les taux étaient environ à 4%, donc un peu comme aujourd'hui. Et vous pouviez investir, par exemple, en Indonésie et avoir du 10, ou en Thaïlande, avoir du 8, 9, etc., etc. Et en fait, pour moi, le parallèle est assez fort avec ce qui se passe aujourd'hui parce que pour essayer d'expliquer un petit peu ce qu'on a vécu le week-end dernier, il se trouve qu'en 2021, lorsque l'inflation a commencé à remonter, vous n'êtes pas sans savoir qu'en Angleterre, en Europe, aux États-Unis, les banques centrales ont remonté leur taux directeur de manière à essayer de combattre l'inflation. Évidemment, les marchés obligataires ont suivi et donc le coût du financement a beaucoup augmenté dans nos pays. Le Japon, en revanche, qui lui a des taux zéro depuis en gros la moitié des années 90 et qui, du coup, a des taux très bas depuis toujours, a constitué, on va dire, un château de dettes, pardon, un amas de dettes très, très important.
Et donc, malgré le fait que l'inflation ait aussi augmenté au Japon, alors un peu moins fortement que dans nos pays, mais elle a quand même augmenté, la Banque centrale n'a pas relevé les taux très hauts finalement. Comme disait GG en introduction du Space, ils sont juste récemment passés pour les taux de refinancement bancaire de 0,1 à 0,25. Donc, alors c'est un doublement. D'un point de vue différentiel, c'est important, mais par rapport à ce qu'on a en Europe, où on est passé à 3 et quelques, voire 4 à un certain moment, et aux États-Unis à plus de 5, c'est quand même pas du tout la même chose. Et en fait, du coup, ce qui s'est passé, c'est que comment dire, les gens qui achètent et vendent des bons, en général, veulent être payés pour compenser l'inflation. Donc, si par exemple, vous avez 3% d'inflation au Japon, mais que le bon à 10 ans, il vous rapporte 1% par an, bah, en fait, on vous dit, tiens, achète la dette japonaise, tu es garanti de perdre au moins 2% par an. Ce qui est quand même pas top. Et donc, quand le Japon, la Banque centrale japonaise, a quelque part pris une direction différente des autres banques centrales, il y a pas mal de spéculateurs qui ont commencé à vendre des bons japonais, et donc ça a fait augmenter les taux, et puis la Banque centrale est intervenue et a dit non, non, mais nous on va faire ce qu'on appelle du yield curve control, c'est-à-dire que on va acheter tous les bons que les gens veulent bien vendre, de manière à ce que les taux restent capés à maximum 1% sur le titre à 10 ans, qui est le titre, on va dire, référence sur la plupart des marchés obligataires. Et du coup, ça a créé une opportunité un peu similaire à celle qu'il y avait durant la crise des dettes asiatiques, en tout cas dans la période qui a mené à la crise des dettes asiatiques, qui consistait à emprunter en yens. Donc si par exemple vous êtes un gros hedge fund ou que vous êtes une banque internationale, vous avez totalement la possibilité d'aller emprunter en yens pour pas très cher. Et donc vous allez payer, par exemple, si vous êtes une grande banque, 0,1%. Puis vous allez par exemple acheter de la dette à court terme américaine qui, du fait de la remontée de taux, vous rapporte à un certain moment 4,5 ou 5%. Et vous allez vous adresser à une autre institution financière pour dire, bon, le seul risque que j'ai, c'est que finalement le yen bouge par rapport au dollar. Donc j'aimerais bien que vous me fassiez un contrat qui va neutraliser cette exposition, ce qu'on appelle un contrat de swap ou un FX swap dans le jargon. Et en général, bah, à l'époque, on vous est payé peut-être 2% ou 1,5% de la valeur notionnelle de votre engagement pour avoir cette protection. Et donc finalement, quand on met les choses bout à bout, en fait, on a incité la plupart des opérateurs financiers assez larges à aller emprunter au Japon pour investir dans les marchés occidentaux, avec une sorte de repas gratuit où finalement ils étaient assurés de gagner, allez, au moins 2% sans prendre de risques, voire de gagner beaucoup plus si par exemple ils décidaient, plutôt que d'acheter de la dette américaine, d'acheter des actions, et éventuellement notamment des actions technologiques qui, comme on l'a vu ces dernières années, ont beaucoup, beaucoup augmenté. Donc en fait, pour moi, le parallèle tient au fait que les sortes de blocages de prix, alors à l'époque c'était sur les taux de change et là c'est sur les taux d'intérêt, dans le contexte de monnaies qui sont gérées à l'échelle nationale, mais de marchés de capitaux qui sont globaux, on crée une sorte de déséquilibre massif où effectivement, quand vous travaillez pour un gros hedge fund ou une banque de Wall Street, si on vous donne de l'argent gratuit, vous avez normalement pas trop le droit de refuser, sauf à vouloir vous faire virer assez vite. Et donc, finalement, on a vu récemment des bull market importants sur des actions technologiques, SMCI, Nvidia, les GAFAM et compagnie. On a vu également beaucoup de dettes se contracter au Japon. Et en fait, pour moi, ça tient beaucoup à ce déséquilibre et à cette manipulation des taux d'intérêt par les banques centrales. Et le problème avec ça, c'est que, en fait, quand vous avez cette espèce de financement magique illimité, ça réduit énormément la volatilité sur les marchés, puisque finalement, tout le monde a accès à du capital pas cher, tout le monde est incité à prendre du risque avec ce capital, à investir dans des actions, à acheter. Donc les marchés ont tendance à monter assez fort en ligne droite, parce que dès qu'il y a une correction, tout le monde achète, tout le monde a accès à du capital pas cher, et puis tout le monde a intérêt à le faire, parce que si vous restez sur le côté en cash et que vous dites non, non, mais c'est une bulle, je ne vais pas investir, etc., bah, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, vous vous faites virer, ou alors vos investisseurs décident de retirer les billes de votre hedge fund, et puis ils partent ailleurs. Et donc, finalement, vous n'avez pas tellement le choix. Il y a cette espèce d'effet panurgiste de moutons qui vont tous vers les mêmes trades en se finançant de la même manière. Et puis, patatras, comme disait GG, il y a eu quelques petits déclencheurs. Il y a eu déjà la relevée des tons au Japon. Il y a eu le fait que les résultats des entreprises technologiques américaines ont été en deçà des attentes. Il y a probablement eu le fait aussi que Jérôme Powell a signalé qu'il allait avoir des baisses de taux, ce qui effectivement diminue l'opportunité de rendement qu'on peut avoir sur le carry trade que je décrivais avant. Et en fait, quand vous avez
tout le monde qui est du même côté du marché et que toutes les positions doivent être débouclées en même temps, bah, vous avez exactement ce qui s'est passé lundi dernier au Japon, donc dimanche soir en France, c'est-à-dire bah, tous les gens qui sont contrepartis de ces FX swap dont je parlais avant, etc., qui doivent, dans une sorte de panique complètement désordonnée, racheter le sous-jacent, donc ici racheter du yen. Et pour ça, en fait, bah, faut bien qu'ils trouvent les fonds quelque part. Et comme je disais, ils ont probablement pas de cash sous la main parce que c'est une stratégie inefficiente de garder du cash. Et donc, bah, faut bien qu'ils vendent des trucs. Et si vous voulez vendre, si vous voulez obtenir du yen, le meilleur truc à vendre, ça reste quand même des actions cotées en yen, donc des actions du Nikkei. Mais vous vendez aussi bah, tout ce que vous avez dans votre portefeuille et qui est liquide, quoi. Durant ces moments-là, comme dit l'adage, on vend ce qu'on peut vendre et pas ce qu'on veut vendre. Et donc, c'est pour ça que quand on préparait Space, j'avais parlé un petit peu à Gilles et GG de la crise des dettes asiatiques en 97, parce que effectivement, c'est un peu le même schéma d'une certaine manière. Ouais. Mais en même temps, tu peux pas leur en vouloir. Hein. N'importe quel acteur rationnel, s'il peut s'endetter à taux zéro, ce qui me paraît fou, parce que moi, dans ma tête, je pensais que les taux étaient un petit peu tous uniformisés au niveau mondial. Mais on peut pas leur vouloir de s'endetter à taux zéro et d'aller spéculer sur les marchés américains et se gaver, quoi. En vrai, si on était à leur place, on ferait plus ou moins peut-être la même chose. Mais pour revenir sur l'épisode donc de la dette asiatique qui était en 1997, donc à l'époque la crise s'était propagée au niveau mondial. On avait notamment eu le défaut de la Russie l'année suivante et la faillite d'un énorme hedge fund qui opérait à l'époque qui s'appelait Long Term Capital. Est-ce que tu penses que la contagion est envisageable au niveau mondial cette fois-ci ou comment ça va se passer d'après toi? Alors, honnêtement, j'ai pas de certitude, hein. Tout ce que je vais dire là, c'est des spéculations, mais effectivement, je crois que le parallèle continue. C'est-à-dire que ce que tu mentionnais là, donc Long Term Capital Management, c'était un hedge fund qui n'est pas forcément très connu du grand public, à part peut-être pour les gens qui déjà investissaient à l'époque. En fait, c'était un hedge fund qui était très particulier parce que il réalisait une pratique qui était assez nouvelle à l'époque, qu'on appelait l'arbitrage. Donc, l'essentiel de ce qu'il faisait, en fait, c'est d'essayer de trouver ce qu'ils appelaient des inefficiences dans les marchés. Donc, pour vous donner un exemple, pour des raisons réglementaires, des raisons de liquidité, pour plein de raisons, vous pouvez avoir par exemple, je ne sais pas, un bon de dette italienne qui va être coté à Amsterdam un certain prix et il va être coté à Rome un tout petit peu plus bas. Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est qu'en fait, vous pouvez shorter le bon italien qui trade à Rome et acheter celui qui trade à Amsterdam. Et en fait, vous avez une dette dans un actif et vous avez une position, un actif de l'autre côté qui est exactement le même. Donc il a la même performance, il a le même rendement, etc. Mais pour des raisons réglementaires, plein de raisons différentes, il peut ne pas avoir exactement le même prix sur les différents marchés. Et donc, vous pariez sur le fait que en fait, l'écart entre les deux, ce qu'on appelle le spread, va se résorber. Et alors, souvent, ce n'est pas des rendements énormes qu'on peut attendre de ça. Ça va être quelques points de base, quelques pourcents, enfin quelques décimales de pourcents. Sauf que si vous avez accès à du financement à gogo, comme ça peut être le cas des gros hedge funds, bah, vous pouvez parier 10 fois, 20 fois, 30 fois, 50 fois, 100 fois votre capital là-dessus. Et effectivement, d'un point de vue, on va dire, mathématique financière un peu désincarné de la réalité, vous n'avez aucun risque. Et il se trouve que ce hedge fund avait dans ses rangs les plus grands traders de l'histoire. Ils avaient même embauché Merton Scholes et euh, mince, j'oublie leur nom. En bref, les créateurs de la formule Black-Scholes, qui étaient deux lauréats du prix Nobel en 96, qui ont inventé effectivement une des formules les plus utilisées en finance, qu'on utilise pour pricer les produits dérivés. Et ils avaient effectivement une sorte de foi indéfectible dans le fait que, quelque part, les marchés sont efficients et que donc, tous ces genres de fautes de pricing vont forcément être corrigées. Et donc, on peut faire de l'argent, quelque part, une sorte de repas gratuit, un peu comme mon histoire de carry trade sur le yen tout à l'heure, en pariant sur ces trucs-là. Et évidemment, parce que vous avez l'impression que le truc n'a pas de risque, eh ben, vous allez parier, encore une fois, avec un levier hallucinant qu'on retrouve aujourd'hui nulle part ailleurs, à part peut-être dans le marché des crypto-monnaies d'ailleurs. Et en fait, c'est un hedge fund qui, du coup, s'est retrouvé avec une position et une taille d'actifs sous son contrôle absolument énorme. Hein. Pour vous donner une idée, avant sa faillite, il contrôlait 1200 milliards de dollars d'actifs, avec un levier d'environ 100, voire plus. Et à l'époque, il faut voir, c'était en 98, hein, donc ça représentait énormément d'argent. 1200 milliards, c'est énormément d'argent aujourd'hui, mais à l'époque, c'était complètement hallucinant. Et pour vous donner même un comparatif, je crois que le deuxième plus gros hedge fund au monde, il avait 3 fois moins d'actifs.
Et du coup, en fait, un jour, à la suite de la crise des dettes asiatiques, comme le disait GG, il y a eu des ramifications, parce que quand le capital se réalloue en panique, souvent, ça fait bouger les marchés très fort, il y a beaucoup de volatilité, donc il se passe pas mal de choses. Et notamment, ce qui s'était passé, c'est d'une part qu'il y avait eu beaucoup de capital qui est revenu aux États-Unis et qui, du coup, s'est investi dans le Nasdaq. Et ça a, d'une certaine manière, causé la bulle des dot-com des années 2000. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu pas mal de capital qui s'est retiré des marchés émergents, et notamment de la Russie, qui, au sortir de l'URSS, s'est retrouvé rapidement en défaut. Et en fait, LTCM avait des trades d'arbitrage un peu partout dans le monde, notamment sur les marchés émergents, qui étaient des trades qui considéraient très peu risqués parce que c'était des trades sur lesquels historiquement il y avait très peu de volatilité, mais manque de peau, leur échantillon historique ne contenait pas de crise importante comme celle qui venait de se passer en Asie. Et donc la volatilité a commencé à atteindre des niveaux qui n'étaient pas pris en compte par leur modèle. Et donc ils se sont retrouvés à avoir des dettes vis-à-vis de leur contrepartie qui leur vendait des produits dérivés, donc en l'occurrence des grandes banques mondiales, qui était absolument hallucinante. Et donc, il se trouve qu'un week-end, ils ont été obligés d'appeler leurs créanciers parce que leurs brokers ont décidé d'arrêter leur trade parce qu'ils n'avaient plus de collatéral. Ils ont dû appeler leurs créanciers, donc vous imaginez JP Morgan, Goldman Sachs, Merrill Lynch, toutes les plus grandes banques du monde, pour leur dire bah, les gars, on est complètement insolvable, on n'a plus d'argent, donc il faut qu'on trouve une solution parce que sinon, quand les marchés vont réouvrir lundi, bah, ça va être la panique totale. Ils ont également appelé la Fed et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en plein week-end, la Fed a organisé un bail-out. Ils ont mis toutes les plus grandes banques du monde autour de la table, même des banques non américaines, hein. Le Crédit Lyonnais y a participé, la BNP y ont participé. Et en fait, ils ont décidé de faire un package de sauvetage. Donc, ils ont chacun mis entre 200 et 500 millions au pot pour racheter LTCM et essayer de restructurer ses dettes lentement mais sûrement, de manière à ce que l'impact n'engouffre pas les marchés. Il faut s'imaginer qu'à l'époque, les régulateurs se disaient lundi, il n'y aura plus de marché. C'est même pas, il n'y aura pas de liquidité, ça ne va pas trader. C'est-à-dire que ça va tellement s'écrouler parce que s'il n'y a plus aucune banque qui est capable de passer un trade et que plus personne ne prête à personne, bah, il ne se passe plus rien et donc du coup, il n'y a plus de marché. Et donc, c'est un épisode qui, je pense, est important à comprendre parce que déjà, c'était le début du too big to fail. C'est-à-dire que c'est la première fois dans l'histoire où on a une institution financière qui a des engagements qui sont tellement importants que finalement, on va voir les arbitres, les régulateurs, les mecs qui sont censés faire en sorte que ça n'arrive pas, pour leur dire, bah les gars, si on coule, c'est fini, donc vous êtes obligés de nous sauver. Donc c'est le début de cette aléa morale qu'on a bien connu ensuite durant la crise des subprimes et qui se répète de plus en plus. Et compte tenu de la nature du carry trade japonais que je vous ai décrit en introduction, ça ne m'étonnerait vraiment pas que des hedge funds du même type aient pris le même genre de position parce que on est aujourd'hui dans un état des marchés financiers où on fait ce genre de bets là, on fait ce genre de paris très très souvent parce que il y a tellement de liquidité en fait et de facilité de financement que c'est très très lucratif pour les desks de banque et les hedge funds. Et donc ça ne m'étonnerait pas que en fait il y a un hedge fund qui se soit retrouvé l'habit à l'air si vous me permettez l'expression et que durant le week-end, bah, on ait appelé les différentes banques comme ça s'est passé à l'époque et différentes personnes capables de renflouer ou d'aider pour dire bah, comment on fait. Et dans cette situation-là, les gens qui ont garanti euh, l'exposition du yen face au dollar, les fameux FX swap, qui sont forcément des banques systémiques, donc encore une fois, à penser JP Morgan, la BNP, Nomura, etc. Bah, si jamais un gros hedge fund a fait faillite et qu'ils n'avaient pas assez de collatéral pour couvrir leur position, bah, ils ont probablement un trou dans la caisse qui se chiffre en plusieurs dizaines, voire centaines de milliards, j'espère pas plus. Et à ce moment-là, vous vous doutez bien qu'on ne va pas en entendre parler dans la presse tout de suite, mais il se peut que dans ce genre de situation, en fait, nos régulateurs financiers et les politiciens soient engoncés dans des meetings à porte fermée toute la journée pour essayer de trouver qu'un an une manière de résoudre la situation, quoi. Et souvent, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est exactement ce qui s'est passé comme LTCM. C'est qu'au bout du tunnel, on a un bail-out. Alors aujourd'hui, il va se faire de manière complètement technocratique, avec un plan complètement tarabiscoté pour que le kidam moyen n'y comprenne que dalle. Mais c'est toujours la même chose, quoi. C'est on va dévaluer le fiat, imprimer du fric pour bail-out une banque qui a pris des risques inconsidérés, parce que finalement, le système encourage les gens à faire ce genre de paris qui ont l'air sûrs en apparence, jusqu'à ce que bah, votre modèle, en fait, qui est entraîné sur 50 données, il soit complètement inefficient, enfin inefficace en tout cas à décrire la réalité telle qu'elle se produit dans ces moments extrêmes. Ouais, ouais ben, c'est pas joli ce que tu nous racontes là.
Et c'est marrant que tu parles de TCM qui a essayé d'appeler un peu partout pour dire à l'aide. Parce qu'il me semble qu'à l'époque, et on va revenir un peu dans le présent, ils avaient sûrement appelé l'ami Warren Buffett, pour demander de l'aide. D'ailleurs, tu vas peut-être nous dire, mais je crois que ben, il avait fait une offre, mais bon, qui n'était pas suffisante. Je dis ça parce que je parle de Warren Buffett et de c'est Berkshire, parce que en gros, la semaine, enfin avant les événements de ce week-end, notre ami Warren, qui avait genre 40% d'actions Apple dans son fonds, donc c'était énorme. Il a vendu la moitié, donc 20% de son fonds, il a vendu 20, voilà, pour quasiment, enfin plusieurs centaines de milliards de dollars d'actions Apple. Et, voilà, aujourd'hui, tout le monde le prend pour un génie. Voilà, comment il pouvait savoir. Donc, il y a des questions qui se posent un peu sur Warren Buffett en particulier. Et le fait qu'aujourd'hui, comme par hasard, ben, il se retrouve avec plein de cash, quoi. Il a environ quasiment 300 milliards de cash. Et on sent que l'ami Warren, comme il adore faire, ben, il va bientôt faire ses courses. Parce que voilà, qu'il achète quand il y a du sang dans la rue, hein, comme il dit, Blood in the street. Donc voilà, est-ce que pour toi, Warren, c'est soit voilà, il a une intuition ou un nez, ou alors est-ce que c'est beaucoup plus simple que ça et qu'il avait des infos, quoi, que nous, on n'a pas? Bah, c'est loin de moi hein, l'idée de minimiser son talent et sa préscience en tant qu'investisseur, hein. Enfin, il est absolument exceptionnel, notamment pour faire ce que tu décris, c'est-à-dire buy the fucking dip quand tout le monde est en train de paniquer. Il l'a bien montré d'ailleurs durant le Covid. Par contre, en revanche, c'est vrai que la petite spéculation que je vous ai faite tout à l'heure, elle tient un peu à la news dont tu parlais là tout à l'heure, parce que en 98, quand LTCM a fait faillite, on a appelé Tonton Warren, parce que c'est un des seuls mecs qui, d'une part, a la capacité financière de pouvoir injecter suffisamment de capital dans ce genre de structure pour essayer de les maintenir à flot, et d'autre part, parce que c'est quelqu'un qui est friand de ce genre de deal. Parce que c'est quelqu'un qui est connu pour accepter de faire un deal à partir du moment où pour lui, il y a de la value. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de deal qu'il ne peut pas faire. Il y a juste une question de prix et est-ce que le prix est bon. Et du coup, en général, quand il y a une institution financière en panique comme ça, elle finit toujours par l'appeler à un moment ou un autre, quoi. Et en 2008, par exemple, quand Lehman Brothers était au bord de la faillite, Dick Fuld, le dirigeant de Lehman Brothers, avait appelé Buffett. Et comme LTCM à l'époque, Buffett avait fait une offre, Dick Fuld avait refusé par ego, parce que l'offre, il trouvait qu'elle était trop basse par rapport au prix, à la cotation de son action en temps réel. Sauf que le pauvre bougre, il comprenait pas que son action, elle perdait à peu près 20% toutes les 2 heures, et que donc le deal que lui faisait Buffett, c'était quand même mieux que ce qu'il allait pouvoir obtenir ailleurs. Et donc, évidemment, il a refusé, comme LTCM à l'époque, qui avait refusé le deal que leur avait proposé Buffett, un peu parce qu'ils étaient hors sol par rapport à la réalité de leur balance sheet, quoi. Et du coup, moi, si je suis Warren Buffett et qu'on m'appelle, je sais pas, vendredi soir à la clôture des marchés, je sais pas, mettons que Nomura ou un gros hedge fund l'appelle pour dire, bon, voilà quel est le problème, voilà ce qu'on cherche à vendre, tac, 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 t'aurais pas une offre à faire et tout. Si jamais le prix ne me convient pas en tant que Warren Buffett et que ça se fait pas, bah oui, je vais quand même utiliser l'information, je vais quand même vendre une partie de ce genre d'actifs dont je sais qu'ils vont être affectés par la crise qui va s'en suivre, et je vais garder du cash pour buy the fucking dip comme il l'a toujours fait. Et c'est vrai qu'il y a des moments où Buffett et Berkshire, ils repassent en cash parce qu'il y a des signes dans les marchés qui montrent que, bon, là, il y a quand même, on était un petit peu trop optimiste, il y avait un petit peu trop d'euphorie. Et ça arrive souvent. Et parfois, même par exemple, il achète de l'or, des mineurs d'or, des trucs comme ça. Donc le gars a une lecture macroéconomique excellente, hein. Mais il le fait rarement aussi promptement, aussi rapidement et dans des proportions aussi grandes. Je crois qu'il n'a jamais eu autant de cash dans son fonds qu'actuellement. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'il a vendu 50% de sa position sur Apple qui tient depuis un truc genre 20 ans. Donc c'est quand même un outlier un peu ce qui se passe par rapport à la gestion habituelle de Berkshire. Et donc moi j'y vois plus qu'une analyse, une information qu'il a et que les autres n'ont pas encore. Mais encore une fois, hein, pour ceux qui arrivent que maintenant, je rappelle que
Là, on met les chapeaux d'aluminium sur la tête, on fait de la spéculation et tout, mais je suis pas Warren Buffett, j'ai pas d'informations privilégiées. J'essaye juste voilà, de donner mon avis en analysant ce que je vois. Et effectivement, quand on voit l'ampleur des mouvements, quand on voit des trucs comme ce que Buffett vient de faire, etc., il manque plus que Janet Yellen qui est à Tokyo demain pour être à peu près certain qu'il y a un cadavre qui va remonter à la surface bientôt. Et c'est marrant parce que Ouais. je me souviens en 2021 quand Warren Buffett il avait commencé à passer en cash et à vendre un peu tous ses assets. Nous, on était à fond en bull market et on était là, le vieux monsieur, il capte que dalle, là, on est parti et on lui avait dit have fun staying poor. Et en fait, finalement, le marché s'était un petit peu cassé la gueule après. Donc, finalement, faut écouter la sagesse des anciens, quoi. Ouais, c'est clair. Mais bon, après, voilà, moi, je m'inquiète pas trop pour l'ami Warren. Si je peux juste, Ouais, si je alors. peux juste compléter ce que disait Gézé, moi je pense que c'est bien de l'écouter sur la macroéconomie, peut-être un petit peu moins sur la technologie, quoi. Ouais, non, mais ça, c'est sûr. Non, mais ça, c'est sûr. Mais non, mais à l'époque, on se disait, mais qu'est-ce qu'il fout à être assis sur du cash, tu vois, en plein bull market. Mais pour revenir sur ce que tu disais sur LTCM, moi, ça me fait vraiment marrer parce que, tu sais, quand on imagine les mecs du système financier classique, les traders, les hedge fund managers, en fait, ces mecs-là, en termes de ce qu'ils font et les leverages qu'ils prennent et les risques et leur gestion du risque, ils sont au même niveau que les crypto-dégènes qui ont 14 ans, qui sont en train de trader avec de la pizza dans leur chambre et qui font des leviers à 100 et qui se font liquider sur des mêmes coins, quoi. Alors, il y a quand même une toute petite différence. C'est que le levier est le même. C'est-à-dire qu'effectivement, tu as des institutions financières. Je fais un tweet aujourd'hui où je montrais par exemple que le levier effectif des banques françaises aujourd'hui, il est à peu près à 100. Par contre, ils n'ont pas forcément des positions directionnelles. C'est-à-dire que le trader de meme coin que tu dis, il va long son shitcoin préféré. Et donc, il a juste une exposition pure avec un levier de malade sur un truc hyper volatile. Alors que là, les trades dont on parlait, c'est des trades d'arbitrage où en fait, l'écart entre ce que vous shortez et ce que vous longuez, entre guillemets, pardonnez-moi l'anglicisme horrible, il est très faible. Et par contre, l'histoire est toujours la même. C'est-à-dire que ce soit LTCM, que ce soit la crise des subprimes ou autre, ce qui s'est passé à chaque fois, c'est qu'il y avait des modèles mathématiques basés sur une analyse historique de la volatilité qui partaient du principe que les marchés sont efficients, c'est-à-dire que les prix sont aléatoires en gros et que quand les gens gagnent de l'argent, c'est parce qu'ils ont de la chance. Et donc que finalement, on pouvait extrapoler la distribution de la volatilité comme une courbe normale, comme une variable aléatoire, et que donc, en fait, les événements de volatilité extrême comme ceux qu'on a connus ce week-end sont improbables. Selon la théorie financière qui prévaut aujourd'hui dans le monde entier, qui gagne des prix Nobel à plein de gens, qu'on enseigne dans les MBA, dans les universités, etc., ce qui s'est passé sur le Nikkei dimanche soir en France, ça devrait arriver normalement une fois tous les 2,5 milliards d'années en statistique. Donc déjà, ça montre que leur théorie, elle est débile et que leurs modèles, ils sont dangereux. Parce que si vous vous dites avoir une volatilité de 12%, en fait, ça ne peut pas arriver parce que c'est une fois tous les 2,5 milliards d'années, donc vous allez faire une règle un peu à la con et vous allez vous dire, en fait, si je prends un levier de 6, par exemple, sur mon bet, il faut 16% de vol pour que je sois liquidé directement, donc c'est bon, je ne peux pas être liquidé. Mais en réalité, vu que votre modèle il est con et que 10% de baisse en une journée, ça arrive en fait plus souvent qu'on ne le croirait, le jour où vous avez pris 100 de levier avec de l'argent qui n'existe pas et que vous n'avez pas de collatéral et qu'il y a une banque systémique qui risque d'être en faillite à cause de ça, on en arrive à bail-out systématiquement. Et donc voilà, juste la toute petite différence, c'est que ce n'est pas des trades directionnels, mais l'aspect, on va dire, désillusion, enfin, pardon, déni du risque réel pris, c'est un peu le même, ouais. Ouais, donc ouais, dans la finance, on a des dégènes aussi, dans notre type, mais c'est des dégènes quand même. Donc en fait, là j'aimerais bien qu'on revienne quand même aux sources du problème, quoi, un peu le système fiat et notamment le système des banques centrales. Et là, en fait, il y a une question un peu que tout le monde se pose, c'est
que les banquiers centraux, ils sont face à deux choix, c'est toujours les mêmes choix, quoi. C'est soit c'est récession, chute des marchés, famine, voilà, tout le monde meurt. Soit ils seront obligés de faire repartir un peu le brrr money, quoi. Et voilà, et rebaisser les taux, et puis ça va repartir voilà, en berserk au niveau de l'impression de monétaire. Donc, euh, du coup, quel est vraiment l'outcome et quel est le choix qu'ont aujourd'hui les banquiers centraux? Bon, j'ai une idée de la réponse, mais bon, est-ce qu'un banquier central responsable va pas dire non, fuck it, on va rester sur des taux élevés et puis on va essayer de mettre de l'ordre un peu dans tout ça. D'après toi, qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est difficile à dire. En fait, ça dépend de la conséquence de ce problème qui aujourd'hui est majoritairement financier vis-à-vis des agents économiques. Donc, pour revenir à ce que je disais avant, si c'est un hedge fund qui, entre guillemets, est en looping et qui se fait liquider tout son collatéral, et bon, il a des dettes vis-à-vis d'autres contreparties, et on arrive à peu près à les restructurer correctement, etc., ils n'ont pas forcément beaucoup de raisons d'avoir une réaction de politique monétaire très forte, de repasser en QE ou ce genre de choses-là. Si par contre, effectivement, comme je le spéculais un peu plus tôt, une banque systémique est atteinte, ah bah oui, là, il va y avoir un bail-out, il va y avoir une sorte de mécanisme de refinancement un peu obscur qui va être mis en place. Enfin bref, on va injecter du cash d'une manière ou d'une autre pour essayer de renflouer le système. Et effectivement, il va de toute manière falloir faire quelque chose pour la situation parce que les taux japonais, ils peuvent pas remonter, hein. C'est harakiri s'ils vont monter les taux japonais aujourd'hui à 3-4. La dette publique japonaise, c'est de mémoire 250 ou 260 du PIB. Les taux aujourd'hui sont à, allez, max 1 sur le taux à 10 ans. L'État japonais ne peut pas se permettre de payer 3 à 4 fois ce qu'il paye en service de la dette. Toutes les entreprises vont faire faillite, les banques vont faire faillite. Enfin, c'est pas possible du tout. Il y a beaucoup trop de dettes, il y a beaucoup trop d'enjeux financiers au Japon. C'est une économie beaucoup trop importante, beaucoup trop large. Ça n'arrivera pas. Du coup, la question qui se pose, moi je trouve surtout, c'est bah, les taux au Japon, ok, ils vont peut-être monter d'aller de 0,25, je sais pas, 0,5, ça va prendre du temps. Peut-être que les taux sur le 10 ans du JGBs, ils vont monter à 1, 2%. Mais bon, enfin, ça va jamais se réaligner avec ce que sont les taux en Europe aujourd'hui. Donc, si les taux japonais peuvent pas monter et que ça fout la merde, parce que encore une fois, ce blocage de prix crée des déséquilibres qui ne peuvent créer que des situations comme celle-là, peut-être qu'ils auront la préscience de se dire, bah, finalement, le monde entier va devoir s'aligner sur l'expérience japonaise, et peut-être que finalement, le, 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 le contexte, on va dire, de la monnaie fiat à réserve fractionnaire telle qu'elle est aujourd'hui, dans le contexte de marché de capitaux globaux, bah, c'est juste tout le monde est aligné sur des taux à 0%, et puis on continue à print jusqu'à ce que la monnaie ne vale plus rien, quoi. Et je ne sais pas si vraiment ils réalisent où ça finit ou s'ils jouent les hypocrites, etc. Mais là, effectivement, j'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'ils vont square the circle, comme disent les Américains, parce que va falloir être ingénieux pour trouver une manière d'éviter que ça se reproduise. Parce qu'encore une fois, tant qu'il y aura un repas gratuit, les gens qui ont du capital à investir, ils vont l'exploiter et on ne peut pas finalement vraiment les en empêcher ou leur en vouloir, sauf à défaire la mondialisation, quoi, ce qui n'est pas prêt d'arriver comme ça du jour au lendemain. Donc, tout ça pour dire que en fait, j'en sais rien, mais en tout cas, ça va beaucoup dépendre de, est-ce qu'une banque a été touchée fortement ou pas? J'ai regardé un petit peu les marchés, ces derniers jours pour voir s'il y avait des petits indices sur, les valeurs des grosses banques mondiales. Alors, voilà, ça se passe pas toujours bien pour elles, mais il y a rien de forcément alarmant. Le marché a pas l'air de signaler qu'il y a une catastrophe non plus. J'ai pas non plus l'impression, comme beaucoup de gens le disent, que c'est des craintes liées à la géopolitique, puisque le rapport entre Israël, l'Iran, etc., enfin, si c'était vraiment un problème, le baril du pétrole serait pas là où il est aujourd'hui. Donc, difficile à dire, mais c'est vrai que il y a quand même, c'est quand même beaucoup plus probable qu'autre chose qu'on revienne à ce qui a été un peu la norme depuis la crise des subprimes, justement, c'est-à-dire des taux très bas et des facilités de liquidité dans le monde entier abondantes, quoi. Et c'est d'ailleurs
enfin, quelque part, on navigue de crise de déflation par la dette en crise de déflation par la dette. On navigue de LTCM en Lehman Brothers à ce qui se passe aujourd'hui assez systématiquement. Et le seul truc qu'on voit à chaque fois, c'est que les bail-out, ils décuplent de taille à chaque crise, quoi. Donc, avoir aussi la taille du problème. Parce que si c'est une banque à qui il manque 3 milliards de capital, ça se résout facilement. Si par contre, c'est finalement un ensemble de chaînes de produits dérivés qui représentent des montants notionnels en centaines, voire en milliers de milliards, et qu'il n'y a pas de collatéral en face, ouais, bah là, on va repartir dans des politiques non conventionnelles de banque centrale, comme l'euphémisme veut qu'on nomme ça. Ça, c'est sûr, hein. Moi, je pense qu'on va y retourner. C'est notre ami américain Max Kaiser qui disait You can't taper a Ponzi. En gros, tu peux pas arrêter les robinets d'une pyramide de Ponzi, sinon elle s'effondre, quoi. Donc, forcément, c'est sûr qu'on va revenir sur ce qui s'est passé en 2020, c'est-à-dire ouvrir les vannes, l'inflation et tous les problèmes qui vont avec, quoi. Mais en fait, si on réfléchit bien au problème, est-ce que la grosse partie du problème, ça ne serait pas le fait qu'il y ait des politiques de monnaie nationale comme le yen, l'euro ou le dollar qui soient donc gérées au niveau national ou extranational comme l'Union européenne, mais qu'on ait des marchés qui sont mondialisés, des capitaux qui sont interconnectés, dans le sens où on peut emprunter à 0% au Japon et aller s'amuser à spéculer aux États-Unis ou sur d'autres marchés où les banques centrales ont des taux à 4%. Et est-ce que une partie de la solution, ce serait pas d'avoir un système globalisé et qui ne serait pas une CBDC ou un nouvel ordre mondial, mais plutôt Bitcoin avec une monnaie dure, apolitique et accessible à tout le monde, quoi. Ouais, bah, c'est très juste. Ça me fait penser à une phrase que j'avais lue chez Hans-Hermann Hoppe, un économiste autrichien qui est encore en vie aujourd'hui, donc d'une génération un peu moderne, qui disait, alors je vais essayer de la traduire en français, le système monétaire international est un système de troc. Et effectivement, il a pas tort. C'est-à-dire qu'il faut voir qu'il y a de ça 150 ans, toutes les monnaies avaient leur poids exprimé en or, enfin, toute la valeur des monnaies est exprimée en or. La monnaie, à toute fin pratique, en tout cas en Occident, c'était l'or. Et finalement, on avait quand même du papier-monnaie, des choses comme ça, mais ça représentait juste un point en or. C'est pas comme si on avait des monnaies qui étaient autoréférentielles, c'est-à-dire qu'un yen, c'est un yen et vous pouvez l'échanger contre rien d'autre. Et du coup, effectivement, à la sortie avec Bretton Woods et ensuite avec la sortie unilatérale de Nixon des accords de Bretton Woods, on est passé à un système où, en fait, si vous voulez acheter une Toyota au Japon, en fait, vous vendez des euros pour acheter des yens que vous transférez au mec qui vous vend la Toyota. Et donc, il y a cette espèce de retour au troc où, en fait, vous ne pouvez pas acheter directement des biens dans une monnaie internationale, il faut repasser par la monnaie locale, et donc il y a tout un système de change par-dessus, avec l'échange flottant, etc., etc. Ce que Paul Volcker, l'architecte principal de ce système, appelait d'ailleurs le non-système, ce qui, à mon avis, est une bonne formule, parce que ça n'a absolument aucun sens, la manière dont on a construit le truc, c'est juste on a réagi quelque part à la nécessité impérieuse du déficit américain, quoi. Et c'est vrai que dès lors qu'on revient à ce qui se faisait il y a 150 ans, où en fait finalement on a un actif de réserve qui est apolitique, non manipulable, disponible pour tous, et qui va servir à baquer, on va dire, la valeur financière sur des marchés qui sont globalisés, on a quand même beaucoup moins ces déséquilibres et ces crises de surendettement qui sont créées, encore une fois, par des manipulations de leurs prix hors de marché, que ce soit les taux de change, que ce soit les taux d'intérêt, ou des prix parfois un peu moindres qui, comme toujours, créent soit des surproductions, soit des pénuries. Et effectivement, dans le monde financier, ça crée du surendettement ou des pénuries de capital. Et on le voit bien aujourd'hui, on met les taux d'intérêt à zéro, on a une pénurie de capital physique, c'est-à-dire que toutes nos infrastructures commencent à péricliter et personne n'investit dedans, ce qui est un exemple de ce phénomène. Et en même temps, vous avez trop de capital financier, c'est-à-dire qu'on prend trop de dettes pour investir dans des trucs qui créent aucune valeur, quoi. Et c'est toujours la même histoire, en fait. Désolé de revenir avec ma casquette autrichienne, mais vous bloquez les prix, vous bloquez l'information, vous créez des incitations débiles, vous allez créer des déséquilibres, et un jour, il faut une crise pour que la réalité reprenne ses droits et que les déséquilibres ainsi induits se révèlent au grand
grand monde. Et en général, ça fait très mal quand ça arrive, parce que si le blocage est politique et si il procède d'une vision performative de la réalité où on se dit il faut aider les entrepreneurs et mettre les taux bas et on continue à faire ça pendant 20 ans, bah, le jour où ça casse, ça fait très mal. L'euro, c'est pareil. Vous bloquez le taux de change entre des pays qui ont des productivités différentes. Le jour où ça va péter, moi, je veux bien voir la réunion où on va décider comment les Grecs, les Italiens, les Français, les Espagnols, etc., honorent leur dette auprès des Allemands. Et de la même manière, on bloque les taux d'intérêt au Japon et on les laisse remonter au reste du monde. On va créer trop de dettes au Japon et trop d'investissements dans des actifs spéculatifs dans les autres pays. Et bis repetita. Et en fait, on n'en sortira jamais tant qu'on ne sera pas débarrassé de ce non-système. Et effectivement, je pense que c'est pour ça qu'on est dans Bitcoin. Alors moi, j'ai un peu cette perspective très financière des choses qui fait que je trouve que c'est intéressant par ce prisme-là. Et d'autres gens le comprennent de manière quelque part beaucoup plus naturelle et plus simple en comprenant que le fiat, c'est une construction débile. Mais fondamentalement, vous pouvez le regarder sous n'importe quel angle. Enfin, c'est un système qui n'a aucun sens et qui ne peut causer que des tragédies, en fait, quand on comprend l'idée autrichienne de l'essence des prix, quoi, du fait que si tu les bloques, quelque part, tu censures l'information et donc tu encourages les gens à faire des trucs qui sont complètement déconnectés de la réalité jusqu'au jour où, bah oui, la réalité reprend ses droits et là, c'est la panique, c'est le bordel. Et soit on double down sur le Ponzi, bah, soit on dit la vérité aux gens et effectivement, c'est des faillites de services publics, c'est des programmes d'austérité massifs. Quand on a l'impression d'être riche et qu'on vous dit du jour au lendemain vous êtes pauvre, bah, ça se passe rarement bien, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Mais du coup, on va revenir au sujet qui nous intéresse tous, c'est qui nous rassemble un peu, c'est Bitcoin. Donc on a vu là que globalement, il y a eu des conséquences directes sur Bitcoin. Alors je sais plus, il y avait une explication simple, hein, c'était que Bitcoin, c'était un des seuls trucs dont tu pouvais te débarrasser pendant un week-end, hein, le fait qu'il soit tradé H24. Mais globalement, quels sont, en fait, est-ce que le système financier global, aujourd'hui, on voit qu'il est clairement, enfin, Bitcoin est clairement corrélé à ce qui se passe, hein, même si, bon, après, la corrélation, c'est une notion mathématique complexe, mais on voit bien qu'il suit un peu, voilà, les marchés, qui a à peu près les mêmes mouvements avec plus ou moins d'amplitude. Enfin, généralement plus d'amplitude que moi, d'ailleurs. Mais là, enfin, à titre personnel, je trouve que la volatilité qu'on a eue le week-end dernier sur Bitcoin, elle est impressionnante. Mais bon, chez Bitcoin, on a un peu l'habitude, hein, des moins 10%, des moins 15%. Bon, ça arrive de moins en moins, mais ça arrive quand même. Alors que typiquement sur le Nikkei, ça arrive jamais. Et donc en fait, si on compare en fait les écarts de volatilité, Bitcoin s'en sort pas trop mal. Mais là, donc, si on se dirige vers voilà on va dire une baisse des taux, plus de brr money, ça va forcément alimenter le bull market, quoi. Il y aura forcément des conséquences sur Bitcoin, mais on voit aussi que le rôle de Bitcoin est en train un peu d'évoluer. Enfin, aujourd'hui, il est clairement placé sur l'échiquier de la finance mondiale. Et peut-être qu'à l'avenir, enfin, moi je l'espère, en tout cas moyen, peut-être long terme, on aura un peu ce Bitcoin qui sera une sorte de variable d'ajustement global des politiques débiles des banques centrales. Et bon, ma question plus générale, c'est quelles sont les conséquences de toutes ces crises successives sur Bitcoin et surtout dans le regard qu'ont les gens, enfin la population mondiale et en particulier ceux qui bossent dans la finance, quoi, sur Bitcoin. Quels seront vraiment comment Bitcoin va évoluer dans ce contexte-là? Bah, c'est difficile à dire. C'est notamment compliqué parce que, tu vois, par exemple, le point très juste que tu fais, Bitcoin, enfin, je sais pas quoi, il prend 11% de vol en une journée. La vol caractéristique de Bitcoin en moyenne, je crois que c'est quelque chose comme 2%. Donc, c'est quoi? Ça fait 1 ou 2 sigma, quoi. Enfin, c'est pas un truc, ça arrive une fois par an, quoi, en moyenne.
Le Nikkei, la volatilité caractéristique, ça doit être un truc genre 40 points de base, 0,4%. Donc 13%, c'est 5 sigma, comme je disais tout à l'heure, c'est une fois tous les 2 milliards d'années, quoi. Donc, enfin, selon les modèles théoriques, mais vous avez compris l'idée. Donc, c'est vrai que les gens, ils regardent Bitcoin et ils disent ah, ça a dévissé de 11%. Mais en fait, c'est rien du tout, 11%. Vous vous rappelez, pendant le Covid, on a pris quoi moins 60% dans la gueule en une semaine, un truc comme ça. Et en fait, moi, je trouve qu'il y a deux choses qui sont assez étonnantes sur ce qui s'est passé. C'est que, un, Bitcoin aujourd'hui, c'est réellement le système d'alarme et le thermomètre des marchés financiers, dans le sens où on a vu Bitcoin dégueuler pendant le week-end parce que c'est le seul truc qui trade H24, parce qu'il ne faut pas des petits hommes en gris pour que le système il fonctionne. Et on a bien vu que la manière d'anticiper le truc, c'était de passer par Bitcoin. Donc je pense que les gens qui, par exemple, ont la possibilité d'utiliser Bitcoin d'une manière ou d'une autre pour pouvoir réagir à ces événements pendant qu'ils sont fermés, et notamment dans le monde financier, ils vont commencer à vraiment apprécier la valeur de cet actif aussi pour ça. Au-delà de l'aspect réserve de valeur dont nous, on parle souvent comme bitcoiner et tout, le fait d'avoir un truc qui vous permet de vous dérisquer, ou tout du moins de mitiger une partie de votre risque, même alors que vos concurrents ne le peuvent pas parce qu'ils n'ont pas encore compris comment utiliser Bitcoin et à quoi ça sert, bah, c'est un joli super pouvoir quand vous travaillez en finance, en finance de marché, pardon. Ensuite, l'autre truc, c'est que effectivement, bah, je trouve que Bitcoin a bien résisté en fait pour un truc aussi grave, entre guillemets, une panique aussi importante. Et alors, on n'est toujours pas sur une valeur refuge. Si on regarde l'or, par exemple, ouais, il a plutôt pas bougé, il a même un peu augmenté. Donc, la vraie valeur refuge, par exemple, c'était l'or ou le dollar, là, dans ce qui s'est passé. Mais, enfin, ou le yen en l'occurrence, puisque tout le monde a dû couvrir son yen. Donc, effectivement, il est passé à travers le plafond. Mais par contre, le fait est que il y a un moment donné où on va arriver à ce que Bitcoin soit suffisamment large et que les gens comprennent ce qu'on explique depuis très longtemps. C'est-à-dire que parce qu'il n'y a pas de risque de contrepartie, parce que ça trade H24, quand il y a ce genre d'événement, en fait, tu es mieux en Bitcoin que dans le reste. Ok, peut-être qu'il y a des mecs qui se font liquider au début parce que c'est un marché dans lequel il y a un rapport au levier qui est complètement débridé et c'est impossible de réguler la manière de prendre du levier dans Bitcoin parce qu'on peut collatéraliser les Bitcoins sans intermédiaire pour prendre du levier. Donc, ce sera impossible à réguler. Donc, il y aura toujours beaucoup de leviers dans Bitcoin et on ne pourra rien y faire. Maintenant, la volatilité diminuant, les gens ont moins d'incitation à prendre des taux de levier importants. Et à ce moment-là, bah, l'actif devient plus liquide et ça devient aussi de plus en plus une valeur refuge. Alors, on n'y est pas encore, ça c'est clair, mais ça commence quand même à avoir de la gueule. Moi, je trouve, quand on superpose là sur la dernière année le yen et Bitcoin, Bitcoin est moins volatile que le yen, quoi. Enfin, c'est la monnaie de la troisième économie mondiale. Donc, je pense qu'on n'est plus très très loin du moment où ça va être un peu indéfendable comme argument. Le poncif débile de Bitcoin est un actif spéculatif, regardez, ça n'arrête pas de bouger dans tous les sens. Les gars, c'est le système qui fait ça. C'est pas la nature de Bitcoin qui fait que c'est volatile. C'est juste que il y a trop de dettes et pas assez de fiat. Donc, quand on imprime plein de fiat, il y a tout qui monte tout droit et c'est le bonheur et c'est le nouveau paradigme et on devient riche et tout le monde se laisse aller à une euphorie qui n'a pas de limite. Et tout d'un coup, quand la réalité financière reprend ses droits, bah, on se rend compte que ouais, il n'y a pas du tout assez de fiat pour payer toutes les dettes qui ont été prises. Et donc, tous les actifs dépendants du système bancaire, de système de levier, du système de crédit, du refinancement par les banques, etc., bah ouais, ils sont pris dans la tornade. Alors que Bitcoin, au moins, n'a pas besoin de ce système fiat pour fonctionner. Et donc, par définition, pour moi, il a vocation à jouer ce rôle-là à l'avenir. Il faut juste qu'il soit suffisamment large, liquide et compris pour qu'il joue vraiment ce rôle-là. Et tu pourrais chiffrer à peu près le suffisamment large. Bah, On ne peut pas chiffrer parce qu'on ne connaît pas la masse monétaire. regarde l'or, tu vois. L'or, c'est 10 000 milliards de market cap si on prend l'or physique et tout. Alors après, par contre, il y a un paquet de dérivés foutus par-dessus qui stabilisent aussi beaucoup sa valeur. Enfin, qui stabilisent. Vous avez compris l'idée que j'essaie de faire passer tout à l'heure. Le fait de mettre des produits dérivés sur un truc, c'est ça stabilise à court terme pour se reprendre toute la volatilité qu'on a économisée tous les jours d'un seul coup à long terme. Je crois que c'est Charles Gave qui disait ça. On essaye on évite de se prendre des petits gifs tous les jours et puis on se prend une grande claque dans la tronche une fois tous les 10 ans. Effectivement, l'immixtion des produits dérivés sur les marchés financiers, c'est ça que ça a créé.
c'est une distorsion de la distribution de la volatilité. Maintenant, et les ETF, c'est pareil, et les produits comme le VIX, le XIV, etc., c'est encore pire. Et donc, maintenant, bah, je trouve que l'or est un bon comparatif si on met de côté cette histoire sur les dérivés. Je pense que déjà, quand on sera à 10 000 milliards de dollars de market cap, il va falloir beaucoup hein, pour le faire bouger comme ça. Et je pense que ce seront des choses qui auront plus trait à la dynamique elle-même de Bitcoin ou à des dynamiques de l'économie réelle, plus qu'à des paniques financières de ce type-là, parce qu'encore une fois, il n'y a pas tellement de raison d'en pâtir. Hein. Ok. Et avant qu'on ouvre aux questions, j'ai vu que dans le chat, il y avait Marius, par exemple, ou Monsieur de Froissart. N'hésitez pas à monter, on va ouvrir aux questions après. J'avais une petite question pour me faire un petit peu l'avocat du diable, Théo. Et comme j'aime bien le faire, mettre un petit peu mon chapeau d'aluminium et prendre ma casquette de gilet jaune de rond-point. Mais donc on se disait que pour résoudre un petit peu ce problème-là, Bitcoin serait une option, mais on sait que nos overlords n'apprécient vraiment pas Bitcoin. Donc est-ce que ce serait possible le scénario dystopique où ils établissent donc un système financier mondial transétatique et totalement centralisé? Et là, on serait sur un scénario un petit peu de goulag financier à l'échelle mondiale. Est-ce que tu penses que ça serait pas la solution en cas de grosse crise vers laquelle il se porterait plutôt que Bitcoin? Ouais, alors bah, ça c'est le rêve mouillé de nos mondialistes, au premier rang desquels Jacques Attali et tout. C'est bah, si on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que bah, une partie de ces déséquilibres est causée par le fait qu'on a des politiques monétaires nationales et des politiques économiques nationales et des systèmes de capitaux qui sont globaux, enfin mondiaux. Et bah pourquoi ne pas créer une monnaie mondiale en fait? Et je crois que ça fait 20 ans qu'ils jouent avec cette idée. Et en fait, à chaque fois qu'on essaie de le faire en pratique, et on le voit bien d'ailleurs avec ce qui se passe avec les BRICS, on se rend compte qu'en fait, il y a un problème de gouvernance avec l'idée de monnaie mondiale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez avoir autour de la table bah, les États-Unis, la Chine, la Russie, le Brésil, l'Europe, machin, etc., etc. Et encore, l'Europe, c'est pas une entité qui a des intérêts propres. Hein. Europe which number, comme disait Connelly. Et bah, finalement, vous avez des intérêts divergents, les États ont des intérêts divergents, et ils vont jamais réussir à trouver un système de gouvernance qui soit équitable, parce que c'est pas la réalité du pouvoir et de la puissance, quoi. Donc, moi, sur le papier, en théorie, je veux bien qu'ils spéculent sur ce genre de construction, mais on voit bien qu'en pratique, si on a utilisé l'or et si on utilise aujourd'hui Bitcoin, c'est justement parce que les intérêts dans le monde sont tels que dès lors qu'on donne le pouvoir monétaire, que ce soit à une entité ou à un comité, il va en abuser. Et donc, vous pouvez très bien imaginer, par exemple, mettons qu'on ait une banque centrale mondiale et une monnaie mondiale avec une sorte de Federal Reserve Board, enfin l'équivalent, quoi, ou le board de la BCE, donc je sais pas, 9 banquiers centraux, des 9 banques centrales principales qui décident de la politique monétaire en même temps, etc. etc. Mais c'est une entité qui a un pouvoir qui est tellement incommensurable qu'en fait, ils peuvent mettre à genoux des États. Le vote d'un des gouverneurs peut détruire un pays. Il suffit que le gars il soit fait rabrouer par sa petite copine brésilienne il y a 30 ans et que ça l'ait traumatisé pour qu'il vous foute un pays à genoux. Enfin, c'est complètement démentiel comme façon de voir les choses. Et dans l'histoire, on a toujours eu une monnaie de réserve mondiale parce qu'il y avait une puissance hégémonique, que ce soit les Pays-Bas, que ce soit le Royaume-Uni, que ce soit les États-Unis, ou alors on a eu des monnaies marchandises parce que justement, quand on n'arrive pas à se mettre d'accord sur un système de gouvernance équitable, et ben, on prend un truc que personne ne peut manipuler. Et c'est encore ça qui marche le mieux, quoi. Donc non, moi, les histoires de monnaie mondiale, j'y crois pas du tout, parce que si vous gagez de la dette sur des engagements en monnaie que peuvent imprimer une congrégation de pays, enfin, c'est pareil, c'est comme l'Eurogroupe, quoi. Les mecs, ils sont jamais d'accord sur rien. On voit bien la France, elle est complètement sortie des critères de Maastricht. Ça va être un bordel pour résoudre le truc. On va encore se poser la question de savoir qui est souverain en France, etc. CF, notre dernier space. Donc, non, non, j'y crois pas du tout. Ouais, est-ce que en fait la solution ce serait pas de gouvernance quoi, ce serait consensus.ch et puis voilà, tout le monde s'accommode d'une politique qui a été choisie à un moment et qu'on peut plus changer et puis on arrive tranquillement au Bitcoin standard quoi. On va ouvrir aux questions GG ou pas?
Oui, pardon, oui, oui, bien sûr. Je t'en prie, c'est Louis. Louis, je t'en prie, tu peux prendre la parole, hein. Oui, eh bien, bonsoir à tous. En fait, j'ai vécu donc la crise de 2008-2010 dans la finance en plein dedans, donc c'était assez intéressant de voir comment c'est arrivé. Puisque moi, en 2007, je me disais, il y a un truc qui cloche, franchement, enfin, il y a des choses qui vont pas bien. Et ce déséquilibre, j'ai senti jusqu'en 2011-2012, sans voir que Bitcoin répondait à ces problématiques-là. Là où je voulais juste revenir, et je ne serai pas très long, c'est de revenir à cette problématique de réglementation et de régulation. Quand on a eu la crise de 2008, et tous ceux qui ont vu The Big Short l'ont bien compris, on a des outils qui ont été utilisés euh, de manière spéculative alors que c'était des outils d'assurance. Quand vous preniez la dette d'un pays, quand vous achetiez la dette d'un pays, vous aviez la possibilité de vous couvrir contre le défaut de cette dette avec un outil qui s'appelait le CDS, le Credit Default Swap. Et au départ, le Credit Default Swap, vous ne pouviez l'acheter que si vous aviez dette du pays, ce qui était cohérent. J'ai un risque, je m'assure sur le risque. Et puis, la dérégulation aidant, on a pu acheter du Credit Default Swap sans avoir la dette du pays. Donc on a pu commencer à faire des paris contre le pays. Ce que Goldman Sachs a fait à l'époque quand ils ont vendu le dossier grec à l'Europe. Ils ont assez bien menti sur le dossier grec. L'Europe a fait rentrer la Grèce dans l'Europe. Et avec une partie des commissions, ils ont acheté des CDS contre la Grèce. Hein. Donc il faut savoir qu'ils nous vendaient le pays et ils achetaient donc la faillite derrière. Ce qu'on voit à la fin de The Big Short, ceux qui n'ont pas vu, vraiment, je vous le recommande, c'est que, en fait, comment on a résolu cette crise? On a résolu cette crise en mettant des nouvelles règles en place, en disant comment on va résoudre la prochaine crise. Eh bien, la prochaine crise, la résolution des crises, c'est les épargnants qui vont la payer. Et pour ceux qui ne l'ont pas compris, il faut voir ce qui s'est passé à Chypre en 2012. C'est-à-dire que dès qu'on a un problème grave au niveau bancaire, eh bien, on limite les moyens d'intervention des banques, des États et ainsi de suite, et on fait payer les gens qui ont le plus d'argent ou qui n'ont pas vu la problématique venir. Parce qu'il y a un lien direct entre l'émission de dette et la commercialisation de cette dette. Je m'explique. Les États ont besoin des banques pour commercialiser leur dette. Les États font de la dette. Ils ont besoin des banques pour commercialiser cette dette. Cette dette est commercialisée dans les fonds de pension, dans les contrats d'assurance vie, ainsi de suite. Et donc, les États ne vont pas commencer à réguler les banques de manière trop sévère parce qu'elles ont besoin d'elles pour commercialiser la dette. Voilà le point. Donc, je pense que on n'aura pas de régulation supplémentaire. On aura des patchs, une fois de plus. On aura peut-être de l'impression monétaire, une fois de plus. Et c'est que quand on sera dans une vraie merde pour The Big One, c'est-à-dire qu'on aura vraiment la grosse crise en question, qu'à ce moment-là, on trouvera de nouveaux équilibres. Mais je ne pense pas qu'il faut attendre des acteurs actuels une solution, une régulation autre que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Voilà pour ma petite intervention du soir. Merci beaucoup pour ton intervention, Louis-Alexandre. C'est très pertinent et effectivement, je seconde ta recommandation sur The Big Short. Par contre, en revanche, il y a quelques points sur lesquels je suis pas d'accord, mais je dis pas que j'ai forcément raison, hein, on peut en débattre. Je pense pas que on puisse empêcher quelqu'un de prendre un contrat libre vis-à-vis d'une autre contrepartie sur quoi que ce soit. À partir du moment où ça respecte la propriété privée, l'intégrité de la personne, les droits naturels, pour faire simple, je vois pas pourquoi on pourrait m'interdire de parier rouge ou noir à la roulette ou de parier contre tel ou tel pays ou contre tel ou tel truc. Et je crois pas que le fait de créer plus de régulation, ça ait résolu quoi que ce soit, parce qu'on regarde toujours l'écume finalement du problème, c'est-à-dire qu'on regarde sa manifestation première sans regarder les causes sous-jacentes, qui est que effectivement dans un système fiat, vous avez intérêt à financiariser le monde en prenant toujours plus de dettes et en prenant toujours plus de risques, avec l'aléa morale qu'on connaît bien, et cetera, et cetera, et je t'apprends rien. Mais donc je suis d'accord avec l'analyse et en même temps, je suis vraiment pas sûr que le plus de régulation soit la solution. Alors effectivement, il y a cette connivence entre les banques et les États où effectivement, hein, les banques, que ce soit BAL 1, BAL 2, BAL 3, c'est eux qui ont écrit leurs propres régulations. Donc évidemment, les États ont peu de levier sur eux, mais en même temps, faut voir que même s'ils avaient les moyens de réguler tout ça, en fait, ce serait fait sur des contrats offshore, dans des endroits où on ne peut pas les réguler. Il y a je ne sais pas combien de juridictions dans le monde, ce serait quasiment impossible de toutes les aligner
Et je vois pas comment on pourrait, sans avoir un gouvernement mondial, ce qui à mon avis est une horreur que personne ne devrait désirer, qu'on puisse finalement juste créer des règles du jeu qui soient faire tout en gardant une base monétaire et des incentives dans le système qui mènent forcément à sa ruine. Je sais pas si c'est clair la manière dont je l'ai exprimé, mais je pense que tu as dû comprendre le point. Oui, oui, Théo. En fait, je suis pas forcément contre pour plus ou moins de régulation, hein. Sincèrement, sincèrement, je veux tout simplement que les règles soient claires pour tout le monde. Et tu sais très bien que on a on a une problématique de dissymétrie de l'information qui fait que ce sont toujours les mêmes qui ont accès à l'information avant les autres ou qui ont accès à l'information. Tu as parlé de Warren Buffett tout à l'heure. Bon, il y a aussi cette problématique-là. Moi, je suis pas pour plus ou moins de régulation. Je suis simplement pour que les règles soient connues de tous et qu'aujourd'hui, penser qu'on va réguler, c'est une utopie. Voilà, je pense qu'on trouvera de nouveaux exercices, de nouveaux équilibres quand on sera tombé dans le trou. Et bon, voilà, on a aujourd'hui un nouveau sujet dont on ne connaît pas encore vraiment l'ampleur, tu l'as dit tout à l'heure. Et en fonction de l'ampleur, bon, il y aura des décisions qui seront prises, mais dans le fond, rien ne changera avant qu'on parte vraiment dans une crise où Bitcoin, je pense, et ça c'est ma conviction profonde, son, son, aura à jouer un rôle comme l'or a pu le faire dans le passé. Ouais, 100%. Mais c'est assez intéressant ce que vous dites parce que, en fait, j'ai l'impression que cette grosse crise, tout le monde l'attend depuis un petit peu toujours, mais elle arrive jamais vraiment. Moi, je m'en souviens en 2011, 2012, 2013, je suivais un petit peu des entre guillemets économistes un peu alternatifs, Jovanovic, Piero San Giorgio, tout ça. Et eux, à l'époque, ils étaient collapsologues total. C'était il faut acheter des armes. Le système financier va se casser la gueule, ça va être la guérilla urbaine, il y aura plus à manger, on va s'attaquer entre voisins. Et c'était vraiment assez rude, quoi. Et puis à l'époque, j'y croyais, quoi. Et plus le temps passe, et plus je deviens un petit peu nihiliste, et je me dis, de toute façon, ils ont la planche à billets. Dès que ça se barre en vrille, ils peuvent réimprimer. Et via l'effet Cantillon, l'inflation, toutes les choses qui se passent en conséquence, les pauvres deviennent plus pauvres, les riches deviennent plus riches. Et en fait, petit à petit, on arrive dans un système qui devient de plus en plus dystopique. Mais j'ai pas l'impression qu'il va y avoir un gros point de scission à un moment donné. Et limite, j'aimerais bien qu'il y en ait un, parce que s'il y en avait un, ça permettrait l'émergence d'un système nouveau et potentiellement lié d'une manière ou d'une autre à Bitcoin. Mais là, j'ai l'impression enfin, je sais pas. Prends Rome, prends l'histoire de Rome. Tu vas voir, ça a mis du temps. Le début des Jeux, regarde le début des Jeux et la chute de Rome. Aujourd'hui, si on prenait un parallèle avec l'Empire romain, euh, on n'est pas dans la chute de l'Empire romain, on est dans le début de la chute de l'Empire romain. Le pain et les jeux, on est dedans. Enfin, je pense qu'on est en France et les Jeux Olympiques. Pas parler de Panem et de Circenses aujourd'hui, c'est vraiment ne pas voir le passé. Les nouvelles religions, la problématique de la d'une spiritualité qui est en train de mourir et d'autres qui sont en train d'arriver. Enfin, il y a plein de similitudes avec l'Empire romain. Et le problème, c'est que l'histoire prend du temps. Et donc, oui, on aura sûrement cette crise, mais cette crise, elle prend du temps. Et à l'échelle humaine, le temps long, ça, c'est indéniable. Ouais, c'est sûr que quand on voit la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et un petit peu ce qui se passe sur la théorie des genres, toutes ces choses-là sur le niveau sociétal, on voit que quoi qu'il arrive, c'est en train de bouger et on sent une vibe un petit peu République de Weimar, fin de l'Empire romain, ça c'est sûr. Juste aussi, peut-être pour rebondir un tout petit point sur ce que tu disais, GG. En fait, à l'époque, tu vois, LTCM et tout, vu que c'était ou même Lehman, c'était un peu les premières occurrences du genre, et donc c'était la panique, etc. Mais comme tu le disais tout à l'heure, là, le printer, il est chaud, quoi. Enfin, il est à disposition. On est déjà dans la gestion non conventionnelle où on vogue de crise en crise et on débloque des outils sans vraiment se poser la question de savoir s'ils sont légaux, s'ils sont légitimes, etc., etc. Et c'est aussi, je pense, ce qui fait qu'il y a plus vraiment, enfin, que malgré les attentes de certains analystes qui n'ont pas complètement tort, le système est tellement distendu que devrait y en avoir tout le temps. En fait, on a donné tellement de munitions
pour kick the can down the road, pour repousser le problème à plus tard aujourd'hui, que c'est aussi ça qui crée cette espèce de stabilité apparente. C'est qu'en fait, vous pouvez toujours corriger les problèmes par plus de liquidité. Et avant, on avait des crises parce que les règles du jeu empêchaient ce genre d'intervention. Mais là où, maintenant qu'on est dans ce territoire où on est dans le whatever it takes, pour reprendre la formule célèbre d'un banquier central qui a beaucoup participé à tout ce qu'on décrit, effectivement, c'est moi mon analyse depuis un certain moment, c'est de dire que c'est la monnaie qui va mourir à la fin de cette histoire. C'est l'espèce de mort par les 1000 coupures, la fameuse image où tu te tapes crise après crise, après crise, après crise, après crise, mais le remède devient le poison. Ouais, avec des amplitudes aussi de plus en plus grandes, un peu une sorte d'effet yo-yo, où en fait, voilà, on met en place des solutions dont les conséquences vont apparaître 10 ans après. Enfin bref, c'est un cercle vicieux et effectivement, la première victime, ce sera la monnaie. C'était un petit peu ce On avait d'autres. ce qui s'était passé On avait avec, d'autres questions. comment il s'appelait, Jérôme Powell, qui était allé à la télé pendant la crise du Covid. Et c'était là qu'on s'était rendu compte que ces mecs-là, en fait, ils avaient l'entre guillemets, l'anglicisme de le cheat code. Tu vois, ils arrivaient, ils disaient oui, nous, l'argent, on l'imprime de manière digitale, on appuie sur des boutons à la Fed. Vous inquiétez pas, on va vous sortir un petit peu de la crise. Et moi, j'en arrive presque au moment où maintenant, je suis dans un état d'esprit où je me dis, j'ai envie que la crise arrive et le plus rapide, c'est le mieux, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je me dis que sinon, on va pas en sortir, quoi. Crever l'abcès, quoi. Exactement. C'est clair que de toute manière, là, tout ce dont on parle, c'est une déconnexion entre des valeurs artificielles et la réalité. Donc, ou en tout cas entre la réalité et une abstraction comptable. Donc, le plus tôt on se débarrasse de cette abstraction comptable et moins loin on va dans le surréalisme, moins les conséquences seront importantes. Et donc, oui, moi je partage totalement cet avis. Ce serait bien justement qu'on laisse les crises se dérouler pour une fois. Ça va faire super mal à court terme, mais en même temps, c'est les conséquences des décisions qu'on a prises depuis très très longtemps. Donc on ne peut pas les mettre sous le tapis, on ne peut pas les corriger avec un coup de baguette magique, ça ne marche pas, quoi. Alors ça va faire super mal, notamment à ceux qui ont mal géré, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit le niveau de chômage en France, alors qu'on a une croissance, on a des opportunités de croissance très importantes depuis longtemps, on peut vous dire que bon, si on laisse la crise venir sur des pays comme aussi fragiles que le nôtre, sincèrement, on peut souhaiter que les choses se passent, mais alors sincèrement, il faut s'y préparer quand même, parce que c'est douloureux pour tout le monde. Ça, c'est sûr. En plus, il y a des problèmes sociétaux majeurs. On voit ce qui se passe en Angleterre en ce moment. Là, ils sont en train de se barrer en conflit ethnique. Donc, franchement, ça fait un peu flipper parfois quand on pense à ces choses-là. Ouais, c'est clair. Il y a un truc sur l'or, je terminerai juste là-dessus, puis après je vous laisserai. Sur l'or, ce qui était intéressant dans la crise de 2008, c'est de voir que l'or, il n'a pas monté tout de suite, enfin, il n'a pas fait une vraie progression tout de suite. En fait, il a fallu que la crise se passe. Et par la suite, l'or, il est monté plutôt. Alors, j'ai plus exactement les années en tête, mais pour moi, c'est entre 2010 et 2012 qu'on a eu des vraies croissances de l'or. Donc, c'est toujours pareil. Nous, on a compris avec Bitcoin qu'on a une réserve de valeur à long terme et pas aujourd'hui une valeur refuge. J'en reparlerai à Surfin bientôt, mais c'est des sujets sur lesquels, à mon avis, il y a toujours un effet de décalage sur le fait d'avoir raison peut-être un petit peu plus tôt que les autres, et qu'à mon avis, on va voir, plus ces crises vont augmenter, plus ça va jouer, notamment en relatif. C'est pas forcément toujours en absolu, parce que si on a un dégonflement de bulle, ce sera peut-être en relatif et pas forcément en absolu. Ouais, c'est très juste, hein. De toute façon, au cœur de la crise, on vend ce qu'on peut vendre et donc en général, tout pâtit, même l'or, même Bitcoin. Et effectivement, tu as totalement raison. J'ai le même souvenir que toi, je crois que c'était fin 2009 à 2012 qu'on a eu la fin non, jusqu'à fin 2011 qu'on a eu la fin du gros bull market de l'or. Et c'est à peu près la dernière fois où Peter Schiff a dû voir son PNL dans le vert. Et effectivement, c'est amené à se repasser, quoi. Du coup, How to Bitcoin, je sais pas si c'est Victor ou Alex qui prend la parole, mais on vous écoute.
Hello, c'est Victor. J'espère que vous allez tous bien. C'était un super space encore. Je voulais ajouter un petit commentaire en même temps, vous demander votre avis. Euh, En ce moment, je suis en train de lire un livre qui est en train de me faire mal au crâne. C'est la créature de Jekyll Island de Edward Griffin. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Et il fait vraiment mal au crâne. Et en gros, il revient sur la création de la Fed et un peu de l'agenda qu'il y avait derrière. Et j'avais pas pris vraiment conscience de ça au début, mais le fait d'avoir un système fiat à l'échelle mondiale et avec après par-dessus des organismes comme le FMI, la Banque mondiale, en fait, ça permet vraiment de faire un énorme financement à tous les gouvernements du monde. Parce qu'au final, on parle beaucoup des renflouements des entreprises, mais quasiment les plus gros renflouements, ça reste les États, à, genre de loin. Et en fait, ça permet vraiment de créer un monde global, socialiste, où tu fais grossir en fait des gouvernements de partout, qui au fur et à mesure ont de plus en plus de pouvoir sur la population. Et c'était pour revenir sur le commentaire de GG, où c'est vrai qu'à des moments, tu commences un peu à avoir du peur sur la mise en place d'une monnaie mondiale et du fait qu'ils vont bloquer de plus en plus toutes les issues. Et de temps en temps, je suis très optimiste et je me dis de toute manière, Bitcoin, ça va se révéler comme une nécessité et une évidence. Et en même temps, à des moments, je me dis, mais c'est trop gros, c'est trop simple. Et j'ai besoin à des moments de paroles réconfortantes et je vous attends pour ça. Et voilà, en gros, c'est ça. Et puis, j'aurais bien aussi aimé, parce qu'on parle beaucoup du système actuel, des taux qui sont fixés de manière arbitraire. Et je trouve que souvent, on oublie en fait un peu comment ça marche sans ça. Et j'aurais bien aimé qu'on ait une petite démonstration de ça ressemble à quoi, comment on peut fixer les taux. Est-ce que c'est les marchés qui peuvent fixer les taux et avoir votre explication. Merci. Tout va bien se passer, Victor. Allonge-toi sur le canapé. On va juste passer par un conflit ethnique, une troisième guerre mondiale entre Israël et l'Iran, et ensuite on va arriver au Bitcoin standard. Ça devrait prendre une vingtaine d'années, t'inquiète. Je suis rassuré, c'est bon, merci. J'ai plus rien à ajouter après ça. Non, blague à part, pour prendre peut-être ta deuxième question, parce que la première, oui, je sais pas trop quoi dire de plus que ce qu'a dit GG. En fait, de manière générale, les gens veulent être compensés pour la perte de la disposition de leur propriété. Donc, si je te prête un BTC maintenant, toutes choses égales par ailleurs, je vais peut-être demander une compensation supplémentaire, déjà pour couvrir le risque que tu me le rendes pas, et surtout pour couvrir finalement le coût d'opportunité que j'ai de la disposition de mon capital dans le temps. Alors, Bitcoin s'apprécie tellement que bon, c'est pas forcément le meilleur exemple, mais c'est un peu ça l'idée. Et du coup, les marchés obligataires, qui sont les marchés finalement de financement, alors notamment des États, mais aussi des entreprises, et aujourd'hui, par exemple, de l'immobilier, etc., etc., sont quelque part bâtis sur cette idée-là, qui est que finalement, le point de rencontre entre l'offre de capital, c'est-à-dire l'épargne disponible, et la demande pour le capital, c'est-à-dire les entrepreneurs qui se disent, tiens, je vais chercher des ressources pour faire quelque chose, c'est ça qui forme un taux d'intérêt. Et ce que dit Böhm-Bawerk, par exemple, un autre économiste autrichien, tiens, c'est marrant, ces gars-là, ils ont plein d'idées, c'est que en fait, le taux d'intérêt, c'est pas une construction, c'est quelque chose qui existe, dans l'action humaine et que en fait, nos institutions aujourd'hui encadrent et cetera, mais c'est quelque chose qui mécaniquement émerge par le marché lorsqu'on commence à avoir de l'allocation de ressources. Et du coup, à partir du moment où on n'a pas de prix pour le capital, comme dit Mises, on n'a pas de prix pour les facteurs intermédiaires de production. Et donc, on est en train de se comporter comme si la demande et l'offre de capital, donc encore une fois l'épargne, était abondante alors qu'elle ne l'est pas. Et c'est pour ça finalement qu'on en arrive à cette situation un peu absconse où on a à la fois une prospérité financière, où numbers go up sur tous les marchés, on a de plus en plus de capital financier, de plus en plus de richesse lorsqu'on la compte en numéraire et en monnaie fiat. Et en même temps, on voit bien autour de nous que nos infrastructures périclitent, que le niveau de vie de beaucoup de gens baisse, que le pouvoir d'achat
qu'obtiennent des gens par leur travail diminue systématiquement, etc., etc. Parce qu'en fait, la réalité de la productivité qui passe par l'allocation du capital à l'endroit où il va être le mieux utilisé, du fait de confier les ressources à ceux qui vont le mieux les utiliser, etc., etc., est un système qui est foutrement important pour une économie qui a une forte division du travail et qui a complètement été grippé par ces manipulations de prix. Et donc, on a un peu cette idée à la racine de la manipulation des prix qui est que si on peut protéger les gens des conséquences et contrôler les phénomènes, pourquoi ne pas s'en priver? Et en fait, ce qu'on ne voit pas, c'est que derrière toutes ces abstractions, il y a de toute manière la réalité de l'économie qui va reprendre ses droits à un moment donné. C'est pour ça que j'utilise cette phrase souvent. C'est que on peut essayer de raconter une illusion, enfin de dresser une illusion pour à court terme lisser ou diminuer ou reporter les conséquences de certaines décisions, de certaines actions, etc. Mais on ne peut pas les éliminer. Donc, on va payer un jour, il n'y a pas de repas gratuit comme d'habitude, et à la limite, le fait d'avoir un marché libre pour l'allocation du capital et donc l'émergence par le marché de taux d'intérêt, ça permettrait de rétablir ce système d'incitation et de transmission d'informations dans le capitalisme qui permettrait que finalement ce soit les gens les plus à même de mener à bien une tâche économique ou une activité ou de créer une entreprise, etc., etc., qui ait accès à ces ressources-là quand elles existent parce qu'il y a une épargne préalable et lorsqu'elles n'existent pas, bah, finalement, qu'on se concentre sur les choses qui sont importantes à notre survie, sur les choses qui vont nous permettre de maintenir notre niveau de vie, nos familles, etc., etc. Et qu'on ne commence pas à se dire ah tiens, on va investir massivement dans l'IA pour révolutionner le monde, alors que on voit bien que dans la plupart des pays développés, les gens n'arrivent même plus à bouffer, quoi. Merci. C'était nécessaire de faire un rappel. Je sais pas si tu vas mieux dormir du coup, mais bon. Pas sûr. J'ai pas encore fini le livre en plus. Et d'ailleurs, j'en profite tant qu'on est là, pardon, il y avait Louis tout à l'heure qui parlait de surfing Bitcoin. On sera avec Théo et Gilles également là-bas. On est en train de vous préparer une petite soirée barbecue dans la villa qu'on a louée. Donc, si jamais vous hésitez encore pour venir, n'hésitez pas, on va s'occuper de vous et ça va être le feu. Ouais, il y a une bonne, Ouais, il y a une bonne équipe qui se prépare à Surfin, hein, venez nombreux. On aura Francis aussi qui nous fera le plaisir d'être là et également peut-être 2 ou 3 personnes dont Maidex de l'équipe Bull Bitcoin. Donc vraiment n'hésitez pas à venir nombreux. Effectivement, on a préparé un beau side event pour le jeudi, donc la soirée où il y a rien de prévu par l'organisation. Donc pareil, si vous voulez participer, n'hésitez pas à nous contacter par message. Les règles sont à peu près toujours les mêmes, elles sont assez simples. Pas de shitcoiner, pas de I love Bitcoin, look at my shitcoin. Et sinon, on vous aime tous et venez comme vous êtes. Je pense que le pas de shitcoiner, ce sera dur parce que bon, je pense qu'on a quand même beaucoup de shitcoiners dans ce pays. Et puis, si on n'avait que des purs bitcoiners, je pense qu'on serait une dizaine à la soirée. Mais en tout cas, même si vous êtes shitcoiner, essayez le temps d'une soirée de mettre les shitcoins de côté, quoi. Voilà. Donc du coup, vous avez compris, le mec sympa c'est Gilles et le casse-couille c'est moi. Ouais, après ça peut s'inverser, hein. Ça dépend de pas mal de paramètres. Il y a Sébastien qui a demandé la parole. N'hésite pas si tu veux intervenir. Oui, bonsoir et merci pour ces échanges. J'entendais tout à l'heure de parler qu'on est pressé d'avoir une crise économique. Moi, je suis maire d'un petit village en ruralité et la crise, elle est déjà là, bien sûr. Des gens qui ne peuvent pas payer leur fuel, des gens qui sautent des repas, des gens qui n'ont pas de deuxième voiture pour aller bosser. Bon, ceci étant, moi, je me pose la question, comment investir le champ politique? Tout simplement, je vous explique. Un village, on a souvent des surfaces agricoles. On pourrait faire du mining, simplement. Le problème, c'est qu'on ne peut rien mettre en place, puisque de toute façon, toutes nos finances sont sous le trésor. Hein. Dès qu'on fait des achats ou des investissements, il faut passer par le système étatique, Chorus, tout ça, voilà. Donc, par rapport à un particulier, à une entreprise, je suis aussi à
mon compte, donc j'ai une partie de ma trésorerie en Bitcoin. À titre particulier, on peut le faire. Une commune, on va se faire ratiboiser par l'inflation. Enfin, ils feront ce qu'ils voudront avec le peu d'argent que l'on a. Et je me demande donc juste, au-delà de toutes les considérations macro qu'on peut suivre sur le Bitcoin, comment essayer d'intervenir dans ce champ politique, convaincre, aider à légiférer, aborder les députés. Enfin, c'est des choses qui me semblent très, très importantes si on veut retrouver une souveraineté, nous, les petits villages, quand on veut avoir des choses, puisqu'on connaît nos terroirs, de pouvoir faire des choses, sauf qu'on n'a pas la main sur nos propres finances. Voilà. Je dirais juste un point, là, j'interviens sur le sujet parce que je connais un peu, on a une diversification assez importante dans l'énergie. Tu vois, la Vendée a décidé, par exemple, que plus de 50% de son énergie utilisée serait créée sur le territoire. C'est assez long à faire, hein, mais ils y sont arrivés, puisqu'on produit du gaz avec du méthane, on produit de l'électricité avec du photovoltaïque, des choses, enfin, de l'éolien, des choses comme ça, et même de l'hydrogène vert avec de l'éolien. En fait, je pense qu'il y a un élément, une valeur dont on n'a pas forcément bien compris aujourd'hui, sauf les bitcoiners, le prix et l'usage, c'est donc l'énergie. Et je pense que tu peux, toi, ou en te faisant un petit peu aider, pas forcément par des systèmes totalement étatiques, regarder cette problématique de production d'énergie. Parce qu'une fois que tu as pu en produire, eh bien, tu peux l'utiliser de différentes manières. Tu peux l'utiliser avec l'autoconsommation collective avec tes entreprises ou tes collectivités. Tu peux favoriser le fait que certains agriculteurs puissent produire de l'énergie localement, donc c'est pas forcément toi qui es obligé d'investir, mais tu peux derrière la gérer sous forme d'une association. Tu peux la gérer pour le confort de tes administrés. Et moi, j'ai remarqué, parce qu'on est de plus en plus présent dans cette autoconsommation collective, que c'est quelque chose qui rassemble énormément de gens et beaucoup n'ont pas encore compris la valeur intrinsèque et principale de l'énergie. Tu sais que le PIB d'une région, d'un pays, d'un village, d'une communauté de communes va quand même dépendre énormément de la capacité à avoir une énergie pas chère. Voilà, juste cette petite aparté. Puis si tu veux que ça t'intéresse, on pourra toujours en parler si tu veux offline. Merci. Après, il y a la question du politique globalement. On a eu une bitcoineuse qui a essayé là sur les législatives, voilà, d'interpeller sur des sujets comme Bitcoin et puis sur les sujets on va dire, d'hygiène numérique et tout ça. Mais bon, moi, à titre personnel, Bitcoin ne m'a pas aidé dans ma foi dans le politique à résoudre les problèmes. Et je suis, on va dire, de plus en plus convaincu. Alors là, vous parliez d'une petite collectivité, que les choses peuvent se faire justement à la plus petite échelle, à l'échelle locale, et qu'on arrive à des systèmes décentralisés, mais humainement, quoi. Et que effectivement, on donne plus de pouvoir aux collectivités, aux villages, voilà, sur les décisions, voilà, sur la gestion de notre budget. Si une commune était capable voilà, de stack des sats pour ses habitants, ce serait génial. Mais globalement, ça va pas se faire à Paris, quoi. Il y a zéro chance. Enfin, moi, j'y crois pas beaucoup. Donc voilà, c'était un peu ce que je voulais dire là-dessus sur l'histoire voilà, de l'espoir qu'on peut avoir dans le politique par rapport à la résolution des problèmes des gens, des vrais problèmes. Voilà. Je pense que c'est aussi une question de mindset. Tu vois, en France, on a un peu parfois du mal à sortir de notre zone de confort sur ces choses-là. Moi, je connais quelqu'un qui est éleveur de bétail dans le Cantal, à côté de là où mon père a une baraque. Et c'est pareil, on remet pas trop en question ce qu'on a appris à l'école et ce que nos parents faisaient, qui était la politique agricole commune. Et on est un petit peu biberonné à ces aides. Et puis, bah, ça nous permet un petit peu juste de sortir la tête de l'eau. Et puis, du coup, bah, on remet pas un petit peu en question ce qui se passe. Et c'est assez intéressant parce que je parlais un petit peu de sujets connexes cet après-midi avec mes collègues de Bull Bitcoin qui sont au Canada. Et eux, ils me disaient qu'ils étaient en train d'orange peel les mecs de leur église et qu'ils étaient
peut-être éventuellement sur le point de stacker des bitcoins avec l'argent de l'Église. Et je réfléchissais à ça et je me disais, mais en France, on est vraiment loin de ces choses-là. Et je pense qu'il faudrait se poser les bonnes questions aussi et essayer de sortir un petit peu de nos dogmes et de nos schémas de pensée, tu vois. Ouais, la première quête en Lightning, en SAT, ce serait beau. Ça peut arriver, hein. Il suffit de trouver un curé un peu moderne. Mais Enfin bref. pour revenir au sujet initial, en fait, je pense aussi que le parallèle avec le Canada est intéressant parce que le système français est ainsi fait que je sais que certains dans l'audience s'y sont déjà essayés et moi je l'ai fait. Quand on va parler aux politiques, ceux qu'on voit à la télé, qui sont députés ou qui sont carrément dans le gouvernement, ils sont complètement déconnectés de la réalité, ils voient pas forcément les problèmes et ils pensent pas de toute manière à long terme. Et pourtant, c'est eux qui ont un minimum de levier d'action parce qu'ils légifèrent, parce qu'ils allouent les budgets, parce qu'ils sont dans les commissions qui vont les délivrer, etc., etc. Alors qu'à l'inverse, des gens comme Sébastien qui sont connectés au terrain entre guillemets parce qu'ils sont maires de communes ou des choses comme ça, eux, de toute manière, ils sont engoncés dans un millefeuille administratif qui a atteint un point où effectivement on comprend même plus comment le truc fonctionne si on essaye d'en faire une vue d'ensemble, même les gens qui l'ont créé, j'ai l'impression. Et du coup, on est dans cette situation un peu kafkaesque où de toute manière, les gens qui allouent les budgets, qui prennent les décisions qui comptent vraiment, sont déconnectés des réalités. Et c'est pour ça que j'ai tendance à aussi être un peu désespéré de la voie politique à ce niveau-là, autre que par la réalisation dans la faillite, quoi. C'est-à-dire que quand leur manière de faire les choses continue à aller à peu près correctement à court terme, ils sont infoutus de se remettre en question. Et c'est en général souvent dans les crises qu'on voit des leaders politiques courageux émerger et dire la vérité aux gens et leur dire bon bah voilà, ça va être dur, mais on va se serrer la ceinture et puis on peut peut-être essayer dans cette direction et il y a moyen que ça marche, quoi. Mais tant qu'on est dans l'illusion continue de cette richesse, ça ne percera pas et effectivement les élites parisiennes, ça je le vois de plein pied pour y habiter, n'ont pas encore réalisé. Ils voient ça sous forme de statistiques, mais ils discutent pas avec, des gens, inscrits dans le réel pour voir à quoi ça ressemble leur budget, à quoi ça ressemble leur fin de mois, à quel point c'est difficile, d'élever une famille, dans les conditions que sont celles de la France, de ses prélèvements obligatoires, de son manque de productivité, de compétitivité, la baisse du pouvoir d'achat et cetera et cetera. Et donc c'est pour ça que tant qu'on a cette espèce de double système avec la réalité de l'administration des territoires, plus le millefeuille administratif et derrière les mecs dans leur tour d'ivoire à Paris, j'y crois pas trop honnêtement. Tu as très bien résumé, Théo. Le souci, c'est que moi, j'ai découvert sur ce premier mandat ce qu'était que la comptabilité administrative, ça n'a rien à voir avec. Moi, je suis en gestion de patrimoine, donc tout ce que je fais auprès de mes entreprises, auprès de mes clients, c'est complètement différent. Et c'est vrai qu'il y a un vrai millefeuille. On est en train de nous couper de richesses possibles sur nos terroirs, et c'est très, très énervant de se rendre compte que les dotations, tout ce que l'on peut avoir en subvention, en vérité, c'est des politiques, comme tu dis, des politiques. On devrait dire plutôt même des politiciens que des politiques. Pour moi, la politique, c'est plus noble. Si t'es copain, tu vas avoir ta dotation, tu vas avoir ta subvention, tu vas avoir ta route, tu vas avoir ci. Mais derrière, le vrai problème, moi, quand je commence à parler sur le Bitcoin, sur une sorte de souveraineté, de richesse qu'on pourrait produire, aujourd'hui, c'est complètement fermé, quoi, complètement. Ouais, Mais je pense c'est un constat qui est partagé, hein, et j'entends effectivement le message, mais voilà, désolé de ne pas pouvoir apporter une meilleure réponse et une meilleure solution que ça. Mais malheureusement, parfois, il faut que ça aille plus mal pour que ça aille mieux, quoi. Mais je pense aussi qu'il faut aussi arrêter d'attendre qu'on nous tende la main dans les administrations et dans le monde politique. Et je pense vraiment que la résolution, ça peut aussi passer par l'entrepreneuriat. Et tu vois, il y a plein de petites initiatives qui se créent. Et comment il s'appelle? C'est Verte Prairie. C'est un éleveur qui s'est bio, éleveur bovin, qui s'est mis à vendre sa barbaque en Bitcoin et à l'envoyer un petit peu partout en France. Et en fait, à partir du moment où nous, on va se mobiliser, on va essayer de dépenser un petit peu nos bitcoins et essayer de devenir un petit peu, d'avoir du poids financièrement. Et ben en fait, comme un petit peu ce qui s'est passé au Texas. Tous les hommes politiques de droite ont commencé à devenir un petit peu pro-Bitcoin. Pourquoi?
parce que il y a eu une industrie du mining, ça a créé de l'emploi, ça a amené des investissements dans la région, et en fait, cet argent-là, il finit par ruisseler vers les politiciens, quoi. Ouais, mais là, tu vois, l'exemple du Texas au mining, c'est des mecs qui ont, enfin, les États-Unis, c'est un État fédéral, donc à l'échelle, alors c'est pas vraiment du local, parce que le Texas c'est gros quand même, mais on a, ça a pu se faire aussi comme ça parce que déjà il y avait un contexte assez free market, il n'y a pas beaucoup de prélèvements sociaux au Texas, il y a une culture pro-business et il y a des politiciens effectivement qui ont été travaillés par des bitcoiners, on leur a montré l'avantage d'installer du mining dans leur réseau électrique déséquilibré et ils ont leur budget, leur taxation locale, leur budget fédéral, etc. Ils sont beaucoup moins dépendants d'une administration centrale, comme ça peut être le cas en France, même si, bien sûr, ça va dans la même direction aussi aux États-Unis, quoi. Donc, juste pour dire qu'effectivement, le contexte est très différent dans beaucoup de pays. Et c'est vrai qu'en France, quand on regarde à examiner comment est-ce qu'il fonctionne ce millefeuille, en fait, les gens à l'échelle des communes, à l'échelle des intercommunalités, de la région, etc., euh, ils n'ont pas vraiment de pouvoir en fait, hein. Ils ont juste suffisamment de pouvoir éventuellement pour installer des baronnies, quoi. Mais à part ça, ils peuvent pas vraiment changer l'existant. Et pour ce qui est des capitaux privés, bah oui, non, mais c'est clair. Mais sauf que pour faire de l'investissement privé, il faut qu'il y ait des capitaux privés à la base. Et quand vous les taxez autant que vous les forcez à s'investir dans la dette de l'État par le truchement des assurances vie, quand vous les incitez à tous aller dans quelques entreprises par les avantages fiscaux du PEA, etc., etc., enfin, on a quand même une science pour flécher l'investissement partout là où il ne faut pas en France, surtout là où ça arrange les gens qui font les lois. Et donc, les poches de capital privé qui pourraient faire ce genre d'initiative, entre guillemets, malheureusement, elles sont parties depuis longtemps, hein. Oui, oui, non, mais j'essayais de me poser un petit peu la question de manière concrète parce que je pense que, par exemple, il y a des gens qui sont pleins de volonté dans les administrations au niveau régional et tout, et c'est des gens qui ont des budgets qui peuvent faire bouger un tout petit peu les choses. Et ces gens-là, en fait, il faut pas qu'on les aborder en leur parlant des talons Bitcoin, d'inflation, d'économie. Il faut leur proposer du concret. Il faut leur dire, regardez, il y a 10 éleveurs dans votre département euh, qui arrivent à sortir la tête de l'eau parce qu'ils ont trouvé des clients en Bitcoin ou je sais pas, mais il faut leur parler avec des choses concrètes et matérielles, tu vois. C'était juste mon point. Alors attends, j'ai une question aussi de Marius, notre ami Marius, qui malheureusement a dû partir, mais il m'a dit qu'il allait écouter le replay. Alors, du coup, la question, je pense que ça s'adresse plutôt à Théo ou à Louis, je sais pas. Je vous laisse voir. Alors, sa question, c'est est-ce qu'on pourrait avoir une crise bancaire similaire à la crise de mars 2023? C'est vrai que cette crise-là, elle m'était même sortie de l'esprit. Je crois qu'il y avait eu des banques régionales aux États-Unis qui avaient mis la clé sous la porte, où plusieurs banques ont fait faillite, notamment à cause d'une mauvaise gestion de leur position en obligations. La Fed sauve le secteur banquier en garantissant les fonds. Les Ouais, mais grosses c'est pas la banques. mauvaise gestion. C'est pas la mauvaise gestion, en fait, tu veux, de leurs obligations. C'est que, si tu veux, dans la loi dont je parlais, enfin, tout ce qui a été organisé avec BAL 2, BAL 3, ainsi de suite, donc tout ce qui est la résolution des crises bancaires, on a expliqué aux banques que si elles investissaient une partie de leurs réserves dans de la dette d'État, elles n'avaient pas forcément besoin, enfin, ça comptait très peu dans leurs fonds propres. Elles avaient besoin de mettre très peu de fonds propres en face. Donc ça mobilisait très peu de ressources. Une banque, pour pouvoir se développer, il faut qu'elle a des fonds propres qui sont limités. Et si tu veux, si elle prête à un promoteur, ça mobilise énormément de fonds propres. Si elle emprunte, si elle prête à un État, eh bien, ça mobilise très peu, voire pas de fonds propres. Et donc, comme il y avait très peu de rendement à court terme, les banques, qu'est-ce qu'elles ont fait pour leurs réserves? Eh bien, elles l'ont placé sur des titres de 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, des titres d'État. Quand les taux ont remonté, eh bien, tu comprends que ce sont ces titres qui ont le plus plongé, puisqu'on a eu des titres qui ont eu des décotes de 20, 30, 40%. Donc, quand des banques se retrouvent avec des retraits, eh bien, il manque des fonds propres. Et à ce moment-là, d'ailleurs, SVB est une des banques, hein, Silicon Valley Bank, est celle qui a
qui a le record du monde de satisfaction de retrait dans la journée. Elle a remboursé des sommes fabuleuses que aucune banque n'avait remboursées avant, dans un temps aussi court. Et donc, si tu veux, aujourd'hui, par rapport à ça, les banques n'ont fait que appliquer la réglementation, et c'est la réglementation qui leur a pété à la gueule. Du coup, la Fed a dit, bon, tous les titres que vous avez, même s'ils sont à moins 20, moins 30 ou moins 40, je vous les garantis au nominal. Ce qui est de nouveau de l'impression de monnaie et ce qui a donné un élan à la hausse de Bitcoin en 2023. Si on prend l'exemple de la France, bien sûr que les banques sont exposées, mais ce qui était les plus exposés, c'était les compagnies d'assurance, et notamment les fonds euros des compagnies d'assurance françaises. Et ça, ces fonds euros sont très exposés puisqu'ils ont acheté pendant des années de la dette avec des très petits taux d'intérêt. Et donc, s'il y a des retraits massifs ou des arbitrages massifs à partir des fonds euros français, à peu près 1800 milliards d'euros, eh bien, on pourrait avoir des compagnies d'assurance qui se retrouvaient en difficulté. Et là, on a de toute façon une réglementation qui s'appelle Sapin 2 qui a été dite, qui dit tout simplement, moi, si jamais il y a un sujet sur les compagnies d'assurance, je gèle les retraits ou je gèle les arbitrages le temps que le problème soit résolu. Ça, c'est le Haut Comité de la stabilité financière qui le donne, Haut Comité de la stabilité financière, ministre de l'économie, ministre du budget, et 3 économistes nommés par le premier ou le second. Voilà pour la réponse. Ok. Je ne sais pas si on avait d'autres questions ou d'autres points à aborder. Sinon, je pense qu'on peut clôturer. Vous en pensez quoi? Ouais, je pense que c'était déjà assez riche. Il y a pas mal de choses à digérer. En tout cas, c'était encore un très bon speech. Merci à tous les participants, tous les intervenants. Et puis, on va sûrement en faire d'autres après surfing, mais peut-être pendant surfing, sûrement. On verra. En tout cas, on va faire pas mal de choses à Biarritz. On va créer des contenus et tout. Ouais. C'est notre ami GG qui va s'en occuper. En tout cas, Louis, ce sera avec plaisir de discuter de tout ça de vive voix à Surfin. Et Victor, tu seras là, toi, à Surfin aussi? Yes, on sera tous là avec Alex. Ah, bah, super, impec. Top. Il y a Millet aussi qui nous envoie des emojis qui sera présent. Top, bah parfait. Écoutez, on se refera un petit space, je pense, en septembre. D'ici là, continuez à stacker et puis on se tient au jus.